Depuis 3 ans, ce moi me tyrannise. Il me hante, me tourmente. Le mal de vivre me saisit. Tout me semble futile, inutile. Seule certitude en ces jours de misère, la neige doit fondre. Il le faut. Ma grand-mère ne partira pas aussi longtemps que le sol restera gelé. Première condition, mourir à la maison. Deuxième condition, ne pas être entreposée dans le charnier du cimetière. Même à moitié vivante, elle reste toujours aussi entêtée. Midi, ici, dans mon petit village natal. Les cloches de l'église sonnent comme à tous les jours. C'est ma grand-mère qui me dit bonjour du cimetière. Depuis le confinement, je viens travailler chez elle. C'est calme ici, silencieux et chaleureux. Je commence la journée dans son bureau, puis je termine dans la véranda, avec mes plantes que j'ai ramenées de mon appartement. Dire qu'il y a 3 ans, j'étais en train de pleurer, seule, à 300 km de ma famille. Moi qui voulais tant aller étudier là-bas. Montréal. Jeudi 12 avril 2018, 15h. Je rencontre mon ami au café étudiant. 15h18. Je la quitte pour me rendre à mon cours d'anglais. 15h20. Je m'assois dans le laboratoire informatique. 15h27. Mon téléphone vibre. Je vois la photo de ma mère sur l'écran. Je sais ce que cela signifie, mais je me dis que c'est peut-être pour autre chose. Déjà, mon rythme cardiaque s'accélère et je sens mon visage rougir. Je décroche immédiatement. « Oui, maman? » Elle me répond « Mamie vient de partir, à 15h20. » Je me lève et sors de la classe. Pendant que ma mère me parle, je fais des allers-retours dans le corridor. J'ai chaud, je manque d'air. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. C'est vide, tout est vide, je dois partir, le collège m'écrase, Montréal m'écrase. Vendredi, 13 avril 2018, 18h. Je monte dans l'autobus, mais il est trop tard. Une journée, une petite journée de plus. C'est tout ce que je voulais, tout ce que je demandais. J'étais finalement revenue, mais elle était partie. On s'était manqué de quelques heures seulement. 3 ans en retard, je suis en train de passer tout le mois d'avril dans la maison de ma grand-mère. Le temps. Je comptais les heures et les minutes comme si elles allaient finir par disparaître, par reculer et me ramener dans le passé, lorsque ma grand-mère était encore en vie, avant le 12 avril 2018, avant 15h20. Mais elle ne faisait que s'accumuler, que nous éloigner l'une de l'autre. C'est une des raisons principales pourquoi j'écris. Arrêter le temps, le faire mentir. J'aime écrire au présent, comme si ma grand-mère n'était pas encore partie. Dans la réalité, ce temps de verbe est fautif. Dans mon écriture, il n'y a rien de plus vrai. Si je le veux, je peux écrire que ma grand-mère est en vie. Et elle le sera. Ma mamie est assise à l'îlot de cuisine, en train de dîner, et elle me demande de laver sa vaisselle cet après-midi, pendant qu'elle se reposera dans sa chambre. Elle veut aussi que je passe le balai dans les escaliers du sous-sol, même si elle ne va jamais en bas. Je lui demande si je peux utiliser l'aspirateur. Non, c'est mieux avec le balai. Ma grand-mère est de retour à la maison, le temps d'écrire ces quelques lignes. Mais ce n'est qu'une illusion. Je lève les yeux pour regarder en direction de la cuisine. Elle n'est pas là. Elle n'est pas assise au comptoir. Comment le pourrait-elle? Les 2 chaises de l'îlot, je les ai apportées à mon appartement. Il n'y a ni assiette, ni ustensiles sur la surface de travail. Seulement le gros bouquet de roses en soie, rouge et bleu, que l'on ira déposer sur sa pierre tombale lorsque la température sera un peu plus douce. L'absence. Je la sens et la vois constamment. Je n'entends plus ses pantoufles frotter sur le plancher de bois. Je n'entends plus sa voix se dérumer dans la chambre. Tout est silencieux. La maison est remplie d'objets lui appartenant, des meubles, de la vaisselle, des vêtements. Tout y est, mais tout est vide. On dirait qu'elle habite encore ici, partie quelque part, mais sur le point de revenir.
chez la coiffeuse, à l'hôpital, mais pas au cimetière. Je me souviens avoir passé devant sa maison 78 heures et 27 minutes après son départ. On aurait dit que tu y étais encore. Les toiles de tes fenêtres baissées, ta Buick dans le stationnement, tes poules dans leur enclos. J'avais juste envie de m'arrêter et d'aller cogner. Mais je ne voulais pas te déranger pendant ta sieste. Mais j'avais peur de ne pas t'y trouver. Je savais que tu n'y serais pas, mais je n'y croyais pas. J'aurais ouvert la porte, je l'aurais laissé tomber lourdement pour que tu m'entendes, couché dans ta chambre. Comme ça, tu n'aurais pas sursauté en me voyant arriver, et j'aurais ressenti le vide. J'aurais essuyé mes bottes sur le tapis, j'aurais marché en t'appelant « Mamie! Mamie! » et j'aurais entendu le vide. Je me serais rendue dans ta chambre, tu aurais allumé ta lampe de chevet et tu m'aurais regardé de la tête aux pieds. Je t'aurais dit « C'est Maude, mamie », et tu m'aurais répondu « Maude, ma petite fille qui vient voir sa mamie », et j'aurais vu le vide. L'écriture de souvenirs me permet de faire disparaître l'absence, le temps d'écrire au présent le passé. Le vide devient moins lourd. Jamais je ne pourrai me pardonner l'oubli. Il faut écrire pour mieux se souvenir. Les mots sont mon échappatoire. Ils me permettent d'éviter le vrai temps où elle ne sera plus jamais. Je cherche à oublier la réalité, à n'en écrire une autre, car l'écriture est un rêve éveillé. La perte. On m'a arraché une partie de mon être, sans me le demander, sans m'avertir. On a violenté mon âme. Je me promène depuis avec un trou qui traverse mon torse et un autre qui traverse ma tête. J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue, car ma grand-mère est comme ma mère, une extension de cette dernière, ou peut-être l'inverse, peu importe, elles se ressemblent tellement. J'ai fait le deuil de ce qui m'a été dérobé. L'écriture ne peut pas remplacer la perte. Elle peut essayer de la combler, mais elle n'y arrivera jamais. Ce n'est pas comme l'absence, c'est beaucoup plus profond, existentiel. Je me souviens du jour où ma grand-mère est partie. J'avais si mal, une douleur physique insoutenable. J'avais beau écrire ma peine pendant des heures, il n'y avait rien à faire. Aucun mot ne pouvait exprimer le vide, ni même le soulager. C'est ce que j'ai appelé le mal de vivre d'avril. Je suis allée dans ta chambre et je l'ai vu. Je l'ai vu. Le lit dans lequel tu es resté couché pendant 1 semaine, à attendre la mort, le repos éternel. Le lit dans lequel tu as fait ton dernier souffle. J'avais juste envie de m'y asseoir, de m'y coucher en petite boule et de pleurer, et de t'attendre pour toujours. Le lit de ma grand-mère est l'incarnation de tout ce que j'ai perdu. C'est à cet endroit qu'elle est partie. C'est là que la vie m'a enlevé le bonheur de mon enfance. La mère de ma mère, mon pilier, mon repère, ma deuxième mère. Cette perte ne peut pas être remplacée, ni même soignée. C'est pourquoi j'évite d'écrire à propos d'elle. L'oubli. Ma grand-mère parlait sans cesse de son mari, décédé à l'âge de 53 ans. Une crise de cœur, dans la salle de bain. Ma mère avait alors 16 ans. Ma grand-mère ne s'est jamais remariée. Marcel a été pour elle une perte irremplaçable. Elle a refusé de passer à autre chose, d'oublier. J'admire sa fidélité, son amour inconditionnel, intemporel. Elle a mené toute sa vie une lutte contre la mort. Car l'oubli est mortel, l'oubli tue. Ne pas se rappeler le passé et se soumettre à la force du temps, ce messager de la fin. Il faut écrire pour ne pas oublier. Les mots ralentissent le processus d'effacement de la mémoire. Ce qui est écrit reste.
car la littérature est une trace ineffaçable, une protestation contre le néant. Ma grand-mère était une grande dame, un monument. Elle demandait beaucoup, mais elle donnait encore plus, capricieuse et généreuse. Elle n'attendait de nous rien de moins que la perfection, ou presque. L'influence qu'elle a eue sur moi est incommensurable. J'ai parfois l'impression d'être sa réincarnation. Je me demande souvent ce qu'elle ferait, ce qu'elle penserait. Sans m'en rendre compte, j'agis de façon à ne pas la décevoir. Je lui offre une partie de ma vie afin de prolonger la sienne. La mort nous a séparés. C'était inévitable. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Mais l'Écriture nous a rapprochés. Il y a bien des choses que j'ai écrites à ma grand-mère dont je n'aurais jamais eu le courage de lui dire. Car chez nous, les mots sont tabous. Il y en a certains qu'on ne dit pas, ou pas souvent, comme je t'aime ou merci. On sait que l'on s'aime, on sait que l'on s'apprécie. On ne prend juste pas le temps de se le dire. Pendant les 20 dernières années de sa vie, ma grand-mère disait toujours qu'elle allait mourir bientôt. À force de l'entendre, je n'y croyais plus. Pour lui faire plaisir, quand elle était malade, je lui écrivais des petits mots. J'avais environ 10 ans quand on a cru, pour la première fois, qu'elle allait nous quitter pour de bon. Je me souviens lui avoir écrit une lettre. Ça parlait d'étoiles et de ciel. Je lui disais que, si elle le voulait, elle pouvait partir. Bien entendu, elle n'est pas partie. Quand elle est revenue de l'hôpital, elle m'a redonné ma lettre en me disant « Quand je mourrai, tu liras ça à mes funérailles. » 9 ans plus tard, j'ai tenu ma promesse. Cette promesse qui me terrorisait. J'ai monté les marches qui mènent à l'autel. Devant l'église pleine, je me suis livrée. Ce fut mon premier récital. J'ai gardé les yeux fixés sur ma feuille. Je ne voulais pas voir la réaction des gens. Je connais le pouvoir des mots. Ils transpercent, bouleversent, émeuvent. Surmonter ma propre peine m'était déjà assez difficile. Je n'avais pas la force de faire face à celle d'une centaine de personnes. L'Écriture m'a aidé à traverser le deuil, à essayer de comprendre le vide de la fin, l'absence, la perte. Je me sens plus près de ma grand-mère lorsque j'écris sur elle. Le temps et l'espace n'existent plus. Nous sommes ici, toutes les deux, sur cette même page, à travers ces mots, à cet instant présent. Ma grand-mère a toujours eu peur de la mort. Elle ne voulait pas partir. C'est une des nombreuses choses qu'elle m'a transmises. Je redoute moi aussi la fin, le trépas. C'est humain, me direz-vous. Non, c'est davantage. L'idée du néant m'angoisse. L'Écriture est ce qui m'a permis d'apprivoiser la mort, de briser le silence de la tombe. 6 pieds sous terre, les derniers mots que j'ai écrits à ma grand-mère reposent sous son cercueil, car j'ai enterré cette lettre avec son corps afin qu'un peu de moi soit avec elle. Je suis moi aussi dans le cimetière. Les mots écrits ne meurent pas, ne disparaissent pas. Ils forment une marque de l'esprit, une trace de la mémoire. L'écriture est une renaissance constante, une forme d'oubli du présent qui permet de ne pas oublier le passé. Il n'y a plus de contraintes, plus de compte à rebours. La fin arrive quand on le désire, quand on l'écrit. Écrire sur la mort, c'est lui donner vie. C'est ériger un sépulcre qui permet de perpétuer le souvenir des défunts. C'est refuser l'absence et l'oubli. Essayer de combler le vide. Essayer de le comprendre. Le décomposer, mot par mot, pour le recomposer, à sa façon, à sa vision. C'est aussi voir l'invisible, pénétrer dans les souffrances de l'âme, accepter la douleur, la confronter, la transformer,
lui pardonner, se pardonner. Car avec la mort viennent des regrets. Celui de ne pas avoir su donner l'immortalité, celui de ne pas avoir su soigner les blessures, celui de ne pas avoir été là. L'Écriture permet d'atténuer ces remords, de réapprendre à vivre, car il y a un avant et un après la perte. Une fissure se forme dans la réalité, une altération de l'être. On ne sait pas où exactement, mais elle est là, quelque part en soi. Et cette sensation d'inconfort existentiel, seule la littérature peut y remédier.